Septembre sera la journée internationale de la démocratie. Et je pense que c'est important de fêter cette journée, de la journée mondiale de la démocratie. Il faut en parler. Pourquoi? Parce que la gouvernance concerne la direction des peuples. Et nous sommes dans un âge critique, dans un état d'urgence. Nous sommes à une étincelle à la géologique. Vous savez ce que c'est qu'une étincelle? Ça brûle quelques secondes et puis après, il n'y a plus rien. Eh bien, nous sommes dans cet état. Je ne vais pas trop développer cet état d'urgence, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de gouvernance efficace. Nous avons besoin de compétences. On ne peut pas venir de nulle part et faire de la politique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se poser des questions par rapport à la démocratie. La démocratie, c'est plus une méthode, c'est beaucoup plus une méthode qu'un système. Parce que quand on vous parle de système démocratique, est-ce que c'est le système électoral? Parce que le système électoral fait appel au vote. Et donc là, nous sommes dans... Il y a des questions à poser. Et cette démocratie populaire, disons de l'arbitrage populaire, mérite des interrogations. Pourquoi? Parce que nous vivons une période de déclin des partis, nous vivons une période où nous avons des outsiders qui subitement prennent des pouvoirs immenses. Nous l'avons vu au Brésil, nous l'avons vu aux États-Unis avec Trump, nous l'avons vu en Tunisie avec Saïd. Même Macron est le produit d'un, comment dire, est un outsider. Il n'était pas le favori. Et ces problèmes vont se poser à nouveau parce qu'il va y avoir encore des élections bientôt et on aura peut-être Zemmour, président de la République française. Ça horripile beaucoup, mais c'est du possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui viennent de nulle part, qui sont médiatisés et qui sont soumis à l'arbitrage populaire et risquent de remporter les élections. Donc il faut se poser des questions par rapport à la démocratie. La démocratie, c'est plus un système. C'est plus un moyen, pardon. Un moyen, ça veut dire qu'il faut entendre. Et non démocratique fut la non-invitation que j'ai eue. Par exemple, j'ai voulu faire une présentation à l'occasion de la journée internationale de la démocratie au Parlement wallon, à Namur. Et on m'a répondu, on m'a dit qu'on ne pouvait pas prendre les personnes physiques. Oui, mais c'est une journée tellement importante, il faudrait faire quelque chose, ne serait-ce que donnez-moi un siège, donnez-moi une parole. Moi, j'écris un bouquin sur le sujet de la gouvernance, donc j'ai des choses à dire. Et cette gouvernance démocratique est quelque part en danger, donc il faut renouveler cette démocratie pour avoir des compétences au pouvoir. On ne peut plus se permettre d'avoir des gens incompétents qui dirigent la conduite des peuples. C'est aussi clair que ça. Donc tous les métiers sont soumis à des conditions, à des règles de sélection. Ils ont des organisations professionnelles, des chambres de métiers, des règles de travail, un barreau, un syndicat d'initiative, etc. Donc tous les métiers ont des structures professionnelles. Pourquoi en serait-il autrement de la politique? Pourquoi est-ce que pour la politique, on peut venir sans expérience et venir solliciter un mandat public et solliciter le plébiscite de la population avec le risque de gagner? C'est comme si on élisait le pilote de l'avion, non? On n'élit pas, on ne vote pas pour le pilote de l'avion, on décide, on peut à la rigueur décider sur une liste de pilotes. On peut choisir un pilote. De même que la politique d'elle-même doit mettre en place les conditions de la présidentiabilité. On ne peut pas mettre des gens qui sont incompétents, dangereux, révolutionnaires. Je vous dis, le monde ne peut plus se permettre. Et l'expérience de la Tunisie est intéressante parce que la Tunisie a connu, dans cette révolution démocratique, elle a connu plusieurs bouleversements. Et le tout dernier est celui de l'actuel président. L'actuel président est quelqu'un qui vient de nulle part. Alors, bon, on a eu ça aussi dans d'autres pays. En France aussi, Macron est quelqu'un qui, je ne peux pas dire qu'il vient de nulle part, non, il a été ministre ou secrétaire d'État, en tout cas, il a quand même un poids, mais c'est quand même une surprise. Euh, oui, enfin, je ne voudrais pas critiquer Macron, non, pas du tout, mais en France, on voit que les principaux partis, les partis républicains et le parti socialiste, n'ont pas n'ont pas eu de candidat au second tour.
Donc on peut dire quelque part qu'il y a eu deux outsiders. Les socialistes et les républicains n'ont pas qualifié leurs candidats. Pourquoi? Bon, il y a des problèmes intérieurs, il y a aussi le déclin des partis, il y a le déclin de l'idéologie, et puis il y a notre système. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne va pas reprocher à Macron de s'être présenté, mais il faut reprocher aux règles du jeu. Et je pense là que les partis ont un rôle très important dans la sélection des candidats, etc. Alors j'étais en train de dire que je n'ai pas terminé, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire une chose et que je n'ai pas terminé. Je voulais dire une chose et que je n'ai pas terminé. Et voilà, j'ai oublié dans mon oubli. Hassidou. Donc la démocratie, la journée de la démocratie mérite d'être... Oui, voilà. Je voulais faire une présentation au Parlement, une présentation qui va prendre à l'être une demi-heure, trois quarts d'heure, avec un journaliste pour rapporter les principales questions où la démocratie s'interroge sur son avenir. Et on m'a dit que les personnes physiques ne pouvaient pas venir. Alors j'utilise un média privé en souhaitant, si la vidéo est bonne, parce que là aussi hein, c'est de l'instinct, donc il n'y a pas de préparation et donc la vidéo peut être bonne, peut ne pas être bonne, mais bon, on peut transmettre s'il y a un journaliste, s'il est encore temps, parce que nous ne sommes que dimanche, donc le 15 septembre c'est mercredi, si on veut bien m'inviter pour faire une présentation sur l'intérêt de la démocratie, une réflexion sur la démocratie à l'occasion de la journée internationale de la démocratie. Et donc, moi j'écris un livre qui s'appelle La politique et la science, dans lequel il y a un chapitre où on parle du métier de la politique. Et la politique est un métier avec une compétence. Et partout, il y a un cadre structurel. On ne peut pas arriver à la gouvernance sans expérience. Il y a des filtres, il y a des paramètres, et donc il doit y avoir des organisations d'État, il doit y avoir le rôle des partis. Le rôle des partis devrait être renouvelé pour qu'il soit l'indispensable intermédiaire du pouvoir public. C'est lui qui nomme les gouvernants, c'est lui qui choisit, c'est lui qui encadre les études, c'est lui qui est au courant des idées, du mouvement des idées, qui assiste les candidats, etc. Donc dans ce livre, j'ai parlé aussi de l'intérêt des partis politiques pour éviter que des outsiders venus de nulle part prennent la gouvernance du pays. Et un exemple intéressant est celui de la Tunisie, parce que la Tunisie a quand même est un modèle que le monde regarde, c'est-à-dire, et que le monde soutient, parce qu'il y a une entreprise de démocratie. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, bien sûr qu'il y a de la pagaille, bien sûr, mais il y a des conflits d'idées, et c'est bien ça. Or aujourd'hui, le président Kais Saïd, qui lui est venu de nulle part, qui n'a pas fait grand-chose, et si vous voyez le bilan de son actif, il est très 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 négatif. Il a détruit beaucoup de choses. Donc, vous voyez quelqu'un qui vient de nulle part et qui est en train de mener en ce moment une quasi, je ne sais pas comment dire, un rançonnage. Hein. Il est très inquiétant à l'égard de plusieurs groupes de la population, parce que pour lui, son seul mot, c'est la lutte contre la corruption. Et donc il s'attaque sur les entrepreneurs, il s'attaque aux avocats, il s'attaque aux députés, il s'attaque à toute personne qui aurait quelconque dossier. Il empêche le voyage, donc il est en train de faire des choses. Il accapare les pouvoirs. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement tunisien, a été gelé. Normalement, il est gelé pour un mois, et il a renouvelé, et puis il vient de dire apparemment que il est gelé jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que cette décision, normalement, la Constitution lui impose de prendre ce type de décision avec le chef du gouvernement et avec le président de l'Assemblée nationale. Or, il n'y a pas de gouvernement en Tunisie pour le moment. Et le chef de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, bien sûr qu'il n'est pas d'accord, et il a été quasi arrêté. Donc il a été empêché d'être actif. Donc le Parlement n'est pas actif, et le gouvernement n'est pas là, et lui prend des décisions tout seul. Alors, la démocratie est le meilleur système, est le meilleur moyen. Pourquoi? Parce que la démocratie, ce sont tous les pouvoirs. Et là, nous avons une seule personnage qui va accaparer tous les pouvoirs. Donc, Kais Saïd
est à la fois le président, il nomme le gouvernement, est-ce qu'il va faire les lois, et on sait très bien que c'est un feignant, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le travail. Donc on peut avoir des génies qui connaissent très bien la politique, et vous savez, les despotes éclairés. Bourguiba en était un, par exemple. Bourguiba connaissait beaucoup de choses, mais avec de la démocratie, il aurait été plus actif. Ça veut dire qu'il fait participer plusieurs agents. On n'est pas seul à diriger un État. On est plusieurs, et donc voilà. Je m'éparpille un tout petit peu. Donc le cas de la Tunisie est intéressant. Et la décision qu'ils viennent prendre là récemment de ne pas de suspendre jusqu'à nouvel avis, mais c'est l'instauration de la dictature. C'est-à-dire que ce modèle pour lequel que l'on se dispose à aider, aujourd'hui nos partenaires, nos bailleurs de fonds, euh, commencent à s'inquiéter. Eux s'inquiètent. La population, je ne sais pas comment vous dire, est-ce qu'elle est ignorante? Elle ne s'inquiète pas. Donc ce sont des services de coopération étrangers qui s'inquiètent pour notre pays. Il y a très peu de cadres tunisiens, parce que j'ai entendu des gens quand même bien placés soutenir le processus du président. Ce sont des gens que je connais, qui ont une intelligence, qui ont de la connaissance, et qui soutiennent l'action du président. Alors là, je ne comprends plus, moi. Je ne comprends plus. Il ne faut pas confondre autorité et dictature. Alors l'autorité, on peut l'avoir, bien entendu. On peut avoir plusieurs autorités, mais pas la dictature. Ça, c'est de l'absolutisme, c'est-à-dire que je suis le seul à décider. Et quand il va décider tout seul, quand on sera en désaccord, il va être obligé d'utiliser, il utilise actuellement la propagande, mais plus tard, il va utiliser la violence pour pouvoir s'imposer. Parce qu'il ne pourra pas s'imposer. Et donc, le peuple tunisien met un peu de temps à se réveiller, il ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il a été écœuré par les disputes qui se sont passées au Parlement, et puis on fait des scandales sur les Ranouchi, les islamistes. Mais c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est ces gens-là ont quand même tenu leur rôle démocratique, ils ont joué leur rôle de députés. Et les députés, ONG, dirait-on, ne sont pas les pires. Il y a des nuls qui ne sont pas, qui sont anti-ONG. Le cas de Abemou, si j'en ai parlé, elle fait beaucoup de dégâts, cette femme-là. De même, bon, mais c'est vrai. Mais cela n'empêche pas qu'il faut remettre le Parlement en fonctionnement, en mode de fonctionnement. C'est pas possible. Les députés ont peur, les députés se réfugient, tout en étant heureux d'avoir un salaire sans travailler. Ça va pas, ça. Ça ne contribue pas à la bonne gouvernance. Donc, vous voyez que la question de la démocratie est à discuter. Alors, en ce qui concerne la France, par exemple, ben, le sujet aussi est d'actualité. Le sujet est aussi d'actualité. Il y a le déclin des partis. Je vous avais dit tout à l'heure que les socialistes et les républicains n'ont pas qualifié leurs candidats. C'est-à-dire qu'on a eu deux candidats, deux outsiders, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui sont arrivés au final. Et puis finalement, bon, il fallait voter le moins pire, c'est tout. Hein. Donc on a voté pour Emmanuel Macron, parce qu'il est certainement moins pire que Marine Le Pen. Mais ce type de sélection ne me convient pas. D'abord, il faut élire des présidentiables. Donc les présidentiables doivent passer par les partis. On doit avoir des gens compétents. Parce que pourquoi mettre Poutou? Pourquoi mettre un candidat comme Poutou quand on sait qu'il n'est pas présidentiable? Il est sympa. Mais il est toujours, c'est-à-dire la Ligue révolutionnaire communiste, je crois, j'ai oublié leur nom, ont une tradition de toujours placer un candidat. Mais ils savent qu'ils ne seront pas élus, mais pour eux, c'est une opportunité de prendre la parole, d'avoir une vision. Mais pourquoi mettre un candidat qui ne doit pas être élu et qui n'est pas présidentiable? Donc, vous savez, les règles de sélection doivent être étudiées avec beaucoup de sérieux. Donc, il faut réformer, il faut penser à réformer le système de sélection des candidatures. Ce n'est pas parce qu'on aspire à devenir président que l'on est présidentiable. Ce n'est pas parce qu'on a un ego démesuré que l'on croit qu'on va diriger la France. Et aujourd'hui, ça se pose précisément avec le cas d'Éric Zemmour. Il est tellement populaire qu'il se croit élu. Alors, or, ce monsieur porte quand même une détestation
de lui-même, et même s'il est populaire je ne sais pas, dans les enfin, on verra la vérité, mais c'est quand même un danger. Je veux dire, est-ce que des gens comme Zemmour peuvent se présenter? Est-ce qu'on peut venir d'un autre domaine et faire de la politique? Il n'a aucune expérience de terrain, etc. Alors, autre réforme qu'il faudra envisager, c'est un passage de plusieurs candidats au deuxième tour. En France, le système permet aux deux premiers de se qualifier. Mais pourquoi, si les scores sont relativement proches, pourquoi ne pas qualifier les trois premiers ou les quatre premiers si vraiment leurs scores sont proches? Alors dans ce cas-là, on aura un débat à 3 ou à 4 pour choisir le meilleur des meilleurs. Parce qu'au lieu d'être piégé entre Chirac et Le Pen, vous vous souvenez à l'époque, Chirac il a dit c'est pas la peine que je cause. Je cause pas avec lui parce que si je cause, je prends le risque de baisser mes taux. Donc je cause pas avec lui. C'est exactement ce qu'a fait Saïd. Oui, ça c'est un autre sujet, Saïd et Karoui, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on aurait pu avoir un débat Jospin, Le Pen, Chirac, si par exemple on avait trois finalistes. On aurait pu avoir Mélenchon, Fillon, parce que Fillon, malgré le scandale, malgré le scandale, malgré le scandale en pleine élection, parce que c'est pas normal. On ne doit pas attaquer un candidat dans sa campagne électorale. Les vérifications doivent être avant la mise en place de la compétition, je veux dire, avant d'être dans les clous. Quand on est dans les clous, on est protégé par une immunité. On ne peut pas faire des attaques personnelles, on ne peut pas faire une ingérence judiciaire, etc. À partir du moment où vous êtes désigné présidentiable, vous devez profiter d'une immunité judiciaire. Quand les élections ou la campagne se terminent, si vous êtes élu, vous êtes toujours protégé, mais si vous n'êtes pas élu, vous rendez compte à la justice. Donc ces vérifications doivent se faire par l'organisme qui sélectionne, c'est-à-dire le parti. Le parti doit avoir une importance pour accompagner les candidats, savoir qui est présidentiable et qui n'est pas présidentiable. Et puis l'État doit avoir des règles pour choisir qui est présidentiable. Est-ce que vous imaginez Poutou président de la République française? Est-ce que vous imaginez Éric Zemmour président de la République française? C'est possible. C'est absolument possible. On ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, le cas de la Tunisie. Nous avons Kais Saïd qui a eu 17% au premier tour, mais c'était une surprise totale. Les outsiders, ils avaient 1%, 0,3%, 0,7%. Lui a eu 17%. Comment ça se fait? Vous savez, avec les technologies nouvelles, avec les manipulations, avec les ingérences, on prétend même à l'époque que Trump a été élu par des influences soviétiques. C'est possible. On ne peut pas dévoiler ces choses-là. Mais peut-être que la Tunisie a été aussi utilisée en laboratoire pour faire passer des méthodes de manipulation. Comment ça se fait que cet assistant de fin de carrière, qui n'a fait campagne qu'avec des postes cafés, ait pu obtenir 17%? Et le second, c'était un responsable de médias. C'était un responsable de journal. Bon, il a fait campagne. Il n'a pas fait campagne. Il a été très populaire. Il a été très actif. Mais est-ce que sa popularité faisait de lui un présidentiable? Donc là encore, ce sont deux choses différentes. Un présidentiable est quelqu'un qui peut ne pas être populaire. Par exemple, un gars comme Asselineau, pour moi, est un présidentiable. Il me paraît, j'ai écouté ses analyses, elles sont brillantes. Et bon, elles sont dangereuses parfois parce qu'il veut prendre des mesures assez catégoriques. Mais c'est un homme brillant dans ses analyses, mais il n'a pas de popularité. Mais je veux dire, Pompidou non plus n'était pas très populaire non plus. Mais donc c'est l'État qui doit mettre en place les personnes compétentes. Et les personnes compétentes peuvent passer soit par un grand examen, soit par des moyens internes. Tout comme les professionnels ont leur système de sélection, de même que la politique doit avoir son système de sélection. Pourquoi? Parce qu'elle conduit les peuples, parce qu'elle conduit les pays. Et les amateurismes comme ça sont des déstabilisations. Kais Saïd a déstabilisé l'État. Kais Saïd a déstabilisé l'État tunisien. S'il n'y a pas de solution dans l'immédiat, je crains fort pour la suite de ce pays. Vous n'imaginez pas combien le peu de temps qu'il a gouverné, le nombre de dégâts qu'il a causés.
Et tout ça peut être évalué par des politologues. Donc, je ne dis pas policiers, c'est-à-dire des gens qui font des études. Et on est capable de voir tous les dégâts qu'il a commis dans les affaires étrangères, dans l'intérieur, dans les lois, dans les atteintes aux personnes. Enfin bref, j'ai pas fait d'analyse, personne n'en a fait d'analyse sur les dégâts causés par la présidence, par les 11 premiers. Il n'a pas participé à des sommets, il a participé quand on l'a invité, il a renoncé, il a ridiculisé la fonction. Enfin bref, il a imposé, il apporte carrément une révolution identitaire. Carrément une révolution identitaire. Il parle une langue que personne ne comprend. Et il se prétend savant, donc avec cette langue de son invention, qui n'est pas communicative et qui finit par couper du peuple. Le peuple est tunisien, le peuple parle le dialecte local. Donc le peuple ne comprend pas ce qu'il raconte. Mais il y a un appareil de propagande qui est en train de récupérer. Et donc il change complètement l'axe. Il y a 2 jours, il a dit « je reste encore dans l'environnement européen », mais concrètement, existant. Il parle une langue où on ne le suit pas. Et je veux dire, s'il y aurait eu un monde arabe comme il y aurait un monde européen, je pourrais à la rigueur comprendre. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de monde arabe, les Arabes ne s'entendent pas entre eux, les Nord-Africains ne s'entendent pas entre eux. Regardez, les pays du Maghreb ne s'entendent pas entre eux. Donc, qu'est-ce que vous venez rêver d'une identité commune? C'est un nationalisme de l'époque de l'après-guerre qui ne tient plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut quand même vivre dans son contexte immédiat, méditerranéen, avec les pays avec lesquels on a le plus de flux économiques, c'est-à-dire que l'Europe, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est la réalité, et c'est là où vous avez le plus à gagner, et c'est là où il faudrait apporter notre mode de fonctionnement le plus proche des pays européens, et sinon on fait une rupture complète, et c'est ce qui risque de se passer. Donc vous voyez combien cette présidence Saïd pose des conséquences, des alertes, en tout cas de très fortes inquiétudes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, la journée de la démocratie, en Belgique, par exemple, nous avons des structures de partis plus solides. C'est-à-dire, on ne peut pas venir de nulle part et gouverner. On a une constitution, c'est-à-dire que le Premier ministre est nommé par la coalition, enfin par un accord des députés, par des négociations. Ça fait des crises de temps en temps, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas. Mais ça n'empêche pas. On passe nécessairement par les partis, n'empêche que nous avons des partis extrémistes, que sont la NVA et l'autre de l'extrême droite. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Et le parti NVA ne se considère pas extrémiste, mais il est quasi sécessionniste. Et vous vous souvenez, il y a une crise il y a quelques années, il a gagné les élections avec près de 38% des élections, en voulant faire éclater la Belgique, je ne sais pas comment dire, séparer la Belgique. En tout cas, il allait dans ce sens-là. Et cette opinion ne faisait la majorité de son parti, mais pas celle du pays. Et donc il ne pouvait pas gouverner avec une telle idée. Et donc, vous vous souvenez, on est resté plusieurs mois avec un pays sans gouvernement, et il a fallu une coalition de tous les partis de Belgique pour composer un gouvernement contre la NVA qui était gagnante des élections. Cette chose s'est représentée à nouveau lorsque la NVA a encore gagné les élections, mais là, elle a accepté de ne pas mettre en place, disons, ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire quasi l'éclatement de la Belgique. Et donc c'était la seule manière de pouvoir gouverner avec la NVA, c'est qu'elle renonce à ces choses-là. Donc vous voyez qu'en Belgique, nous avons quand même une structure de parti. Nos gouvernants ne peuvent venir que des structures de parti, ce qui n'empêche pas les surprises, puisque Bart De Wever est quand même quelqu'un de assez populaire, populaire, chef de parti, et donc quand même on peut avoir... alors est-ce qu'on peut le qualifier d'extrémiste? Personnellement, je ne dirais pas que c'est un extrémiste. Il a des idées fortes qu'on peut désapprouver, bien entendu, mais voilà. Voilà. Alors, par exemple, mais par contre, aux États-Unis, une élection ne peut pas
se passer sans les partis. On ne peut pas être élu sans l'appui du Parti républicain et du Parti démocrate. Et d'ailleurs, ces deux grands partis font la politique américaine. Ils alternent régulièrement, tous les 8 ans à peu près. Voilà. Là où Trump n'a pas fait son deuxième mandat, et on a eu Biden. Voilà. Donc aux États-Unis, les partis sont des machines très puissantes, et je pense qu'en Europe, on doit rediscuter, en tout cas en France, on doit rediscuter le poids des partis dans le choix de la gouvernance, dans la politique. Parce que ce sont des boîtes à penser, ce sont des boîtes à idées, ce sont des boîtes qui forment, qui recherchent les compétences, qui forment les compétences, qui encadrent les candidatures, qui nomment les gens qui vont gérer le pays. Ce sont les gens qui vont faire de la politique doivent nécessairement passer par cet intermédiaire. Et je pense que dans un pays, on doit avoir 4 partis, à peu près, de 4 tendances, les 4 soutenus par l'État. Ce sont des structures d'État, avec un budget, avec bien sûr des membres, et bon, ça c'est des recommandations que je pourrais faire pour améliorer la gouvernance, parce que la gouvernance, elle est en urgence. On ne peut plus se permettre des gens incompétents. On ne peut plus se permettre des déstabilisations, parce que la démocratie nous met des délais. C'est-à-dire que quelqu'un peut gouverner 7 ans, il peut ne plus être réélu. Donc il y a une continuité à assurer, et le contexte mondial n'est plus le même. Alors autrefois, nous avions les royaumes. Et donc un roi, c'était une stabilité. Il régnait 20 ans, 15 ans, 30 ans, bon, c'était le pouvoir absolu. Et puis le roi est mort, vive le roi, donc il y avait une succession, tout ça était assuré. Donc bon, mais le monde était prospère, le monde, je veux dire le monde naturel. Aujourd'hui, le monde est en urgence. Le monde est en urgence. Nous sommes dans une étincelle à l'âge géologique. Je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, nous sommes dans une étincelle de l'âge géologique. Ça veut dire qu'une étincelle dure 2-3 secondes, et après les 2-3 secondes, tout est noir. Eh bien, la planète est dans cet état, et nous vivons dans cet état. Et il faut absolument des décisions d'urgence, arrêter avec les identitarismes ou ce que vous voulez. Il y a des ressources à protéger pendant qu'il est encore temps. Il y a des ressources à protéger, un territoire à protéger, il y a des espèces à protéger, il y a des décisions à prendre en toute urgence. Et le Covid, je vais vous dire, il est salutaire parce qu'il nous force à prendre des décisions d'urgence. On les a pris parce qu'ils concernent notre santé, mais ce qui va nous provenir est peut-être pire. Et donc, il faut des gouvernances capables, il faut des gouvernances compétentes, il y a un savoir, il faut une compréhension des enjeux, on ne peut pas faire de la politique comme ça parce qu'on se croit honnête, ou on se croit sincère, ou on se croit... Ça ne suffit pas. Dans tous les examens, vous êtes apprécié par autrui, vous n'êtes pas apprécié par vous-même. Qu'est-ce que c'est? Et donc, en fait, nous n'avons que des prétentieux qui se présentent. Il y a des gens qui sont compétents, présidentiables, et qui ne se présentent jamais. Et donc là nous devons avoir ce type de personnages. Nous devons avoir ce type de personnages qui font de la politique. Parce que la politique, bon, c'est... voilà. Bon, je redis encore une fois, s'il y avait... moi, je suis disposé à faire un papier, si vous voulez, pour parler de la démocratie. Là, j'ai voulu foncer parce que je ne savais pas comment j'allais parler, et je me suis dit, allez, il faut y aller directement parce que je sais tellement de choses. Donc je vais parler et je verrai en fonction du micro, de mes inspirations. Mais je peux faire un papier beaucoup plus précis sur le sens de la démocratie, sur pourquoi c'est important de fêter cette journée. Est-ce que le scrutin électoral est démocratique? Est-ce que la démocratie est un esprit ou est-ce que la démocratie est un système? Est-ce que le système démocratique est efficient? Est-ce qu'il permet la bonne gouvernance? Donc vous voyez, là ce sont des questions beaucoup plus précises auxquelles je peux répondre. Et donc je redis encore une fois, j'ai voulu faire une intervention au Parlement wallon. On m'a dit que les personnes physiques ne pouvaient pas parler. Alors j'utilise mon petit Facebook. Et si vous voulez lui donner de la promotion, vous faites la promotion des idées, vous ne faites pas ma promotion à moi. Moi, j'ai fait une réflexion d'une vie
Le livre que j'écris compose la réflexion d'une vie sur ce que c'est que la science politique. Quel type de science, quel type d'apport. C'est un travail énorme que j'ai fait, que j'aurais dû faire dans le cadre d'un doctorat, mais un doctorat est prenant. Alors je ne l'ai pas fait dans un cadre de doctorat, parce que j'ai aussi une vie à gérer et que je n'ai pas d'argent non plus pour m'occuper d'un doctorat. Donc je l'ai fait à compte privé, je l'ai publié à compte privé. Mais c'est un sujet fondamental. Euh, je ne sais pas à quel moment, quand j'aurai un peu de sous, je ferai un peu la présentation et la promotion, mais ce n'est pas pour bientôt. La promotion de ce livre qui est sorti il y a quelques mois, qui est édité chez Sidney Laurent. Donc j'ai fait une demande de faire une présentation devant le Parlement wallon. On m'a dit que non, j'étais une personne physique et que bon, mais je pense que c'est pas compliqué de donner. Ce serait intéressant que la petite Wallonie dise son petit mot au monde. La démocratie, c'est important. On n'est pas les plus à plaindre, mais pour le monde, la démocratie est quelque chose est important. Le modèle tunisien est un contre-exemple. Il faut l'étudier, il faut le regarder. Il faut le regarder. La démocratie, c'est pas un système, c'est beaucoup plus une méthode. Et tiens, je vais vous dire une chose aussi, parce que la grosse déception de l'Europe, c'est que ils ont financé cette démocratie. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont suivi la Tunisie. La propagande tunisienne maintenant, ingérence, des claques. Non, les Européens ont mis de l'argent pour que ça marche. Ils ont espéré que ça marche. Et en 2011, moi j'ai dit, ne financez pas la bagnole, financez le pilotage. Ne financez pas la belle bagnole, financez les cours de conduite. Parce qu'aujourd'hui, ces élections démocratiques, ils ont apporté une pléiade de gens complètement incompétents à la présidence, à l'Assemblée nationale, dans les municipalités. C'est une catastrophe en Tunisie aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est un désastre. Vous ne pouvez pas imaginer. Eh bien voilà. Mais j'ai dit ça en 2011. Et en 2018, le PNUD a décidé d'aider les programmes de formation pour la bonne gouvernance. Sans moi, bien entendu. Moi, ça fait depuis 2011 que je propose des formations concrètes sur l'aménagement du territoire, sur la gestion des municipalités, sur les plans, le plan eau, plan énergie, sur la stratégie pour les stratégies de transport, les stratégies pour la jeunesse. Il y a des règles, il y a des règles. Et là, nous sommes comment dire, dans le flou total. On ne planifie pas toutes ces choses-là. Or, il faut organiser toutes ces choses-là. C'est aussi valable pour la Belgique. Les plans de transport, il y a des règles, il y a une théorie des 8 pour le réseau de distribution des transports publics. Mais là encore, est-ce qu'on veut bien m'entendre? Il y a des règles. Il y a des règles mathématiques pour permettre la fluidité du transport. Vous savez qu'à Bruxelles, par exemple, pour aller d'un lieu de Woluwe-Saint-Lambert à pas Woluwe, mais en tout cas, et vers centre-ville, on met 50 minutes. C'est le même temps que l'on met pour Bruxelles-Paris. Vous trouvez ça normal? Mais non, c'est que l'organisation des transports, elle est faite en étoile. Donc toutes les lignes rejoignent un lieu vers le centre. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a la théorie des 8, c'est-à-dire que ça doit passer par les bouches de métro. Les transports ne doivent pas être en étoile, ils doivent être en toile d'araignée. Pas en étoile, mais en toile d'araignée. Donc il y a des théories pour ça. Il y a des théories. Donc vous voyez que même en Belgique, je n'arrive pas à être entendu pour faire passer. Bon, il y a plein de choses, voilà. Mais bon, c'est un regret. Et là, c'est pas démocratique. C'est pas démocratique, ça veut dire que quand on exprime, quand on a des compétences, quand on a des choses à dire, on n'arrive pas à les faire entendre. Par contre, on vous donne l'illusion de démocratie, on interviewe une ménagère ou une concierge, et on lui dit alors que pensez-vous? Et puis le député ou le politicien, il fait genre, il écoute, oh c'est très intéressant ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit des banalités. Il faut de l'analyse, parce que ces opinions ne sont que des pourcentages d'opinions. C'est ça qu'il faut voir. Une opinion, ce n'est qu'une parmi des milliers. Donc, si on veut avoir une idée, alors on écoute, on fait une étude, on écoute 1000 opinions, et ensuite on fait une synthèse des 1000 opinions. Pas on dit, ah oui, mais tout le monde pense comme moi, exactement ce que fait Zemmour.
Zemmour, il dit, ouais, la France pense comme moi. Alors, il dit une chose, et puis il vous le dit avec des mots, vous le savez bien, la France pense comme moi. Mais au nom de quoi? Mais là encore, les opinions, ce sont ses opinions personnelles, ce sont ses complexes personnels. Parce qu'il a des complexes personnels. Parce que Éric Zemmour est un Algérien complexé de son origine. Bon, il y a la guerre d'Algérie derrière tout ça, bien entendu. Donc il a une haine à l'égard de ses origines. Et donc, c'est un Algérien, mais un haineux Algérien, un revanchard Algérien, vous voyez. Et il est en train de rejeter toute cette agressivité, toute cette agression, toute cette haine contre les islamistes, enfin, même pas les islamistes, les musulmans. Il attaque carrément les musulmans, il n'attaque pas les extrêmes, il n'attaque pas les religionnistes, il attaque les musulmans, les Africains, et voilà, ça c'est c'est son punching ball. Hein. À chaque séance, il, euh, il attaque ces gens-là. Il est content de remporter la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, pardon, mais il regrette qu'il y ait des Africains. Des Africains, ce sont des Français, merde. Et il leur reproche d'être noirs dans l'équipe de France. Mais ils ont rapporté la Coupe du Monde. Qu'ils soient contents. Mais c'est excellent. Lorsqu'une médaille d'or est rapportée à la France, est-ce qu'on va chercher le. Oh ben, si le mec est d'origine afghane et qu'il a rapporté une médaille d'or pour la France, mais on est très fiers. Le gars, il est venu d'Afghanistan, et il s'est recyclé, il ramène une médaille d'or. Mais bravo, gars. Excellent, excellent. Un modèle, c'est extraordinaire. C'est quoi ce. Enfin bref. Voilà. Donc, journée internationale de la démocratie. Je ne me fais pas d'illusions. Mais si vous voulez un papier, vous me contactez. Et je regrette d'avoir beaucoup de connaissances et de ne pas être entendu. C'est un très grand regret. Donc je suis obligé d'être actif dans le vide. Voilà. Allez, je vous dis à l'occasion. Ciao, 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 ciao.